Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau monsieur Damel Meïssa Fall. Il est le leader du parti Sunu Natangué Réew. Bienvenue à vous, monsieur Fall. Merci. Alors, Damel Meïssa Fall, brièvement, vous êtes urbaniste, aménageur, géographe, développementaliste et expert en ingénierie urbaine et sociale, diplômé de la Sorbonne et de l'Institut français d'urbanisme à Paris. Est-ce suffisant pour vous introduire? Ouais, je pense que par rapport au parcours que nous avons quand même concernant la politique au Sénégal, ceci suffit largement. Par ailleurs, écrivain, donc auteur de 3 ouvrages, dont un nominé pour le prix FEDCAN en 2008 et un autre sélectionné pour le prix Continental 2010. Le premier, c'est le journal de l'Afrique en France, Silence on dénigre, qui dénonçait la manière dont les médias occidentaux maltraitent le continent africain. Le deuxième, Au nom des miens, qui interpelle les Africains par rapport à leur engagement politique en France. Et le troisième, Amour païenne, donc un recueil de poèmes dans lequel je déclamais mon amour pour le continent africain et pour l'identité nègre. Oui, l'engagement politique des Africains en France, ça reste à discuter, puisqu'on a vu que Ramayad n'a pas pu réussir son challenge. Moi, quand je parle vraiment d'engagement politique de ce point de vue-là, oui, ce n'est pas l'engagement au sein des partis traditionnels français. Ce n'est pas au sein des partis traditionnels français, naturellement, que les droits des Africains seront le plus respectés. C'est surtout les interpeller, les appeler à se mobiliser, à constituer des groupes capables de peser sur des élections, des groupes qui seront entendus par les différents acteurs politiques et surtout à l'initiative, à l'origine de l'initiative que j'avais eue dès 2001 pour fonder une organisation qui s'appelait à l'époque RAFAL, Rassemblement africain entier pour la liberté et l'égalité. C'était carrément pour pouvoir constituer un parti politique là aussi. Une initiative qui a été sabordée par des, si je puis dire, par des intérêts crypto-personnels. On va s'intéresser au Sénégal et les relations entre le Sénégal et la France. Le franc CFA fait débat présentement. Doit-on toujours maintenir cette monnaie? Comme j'ai eu à le dire, une nation qui se respecte, je pense bien, il y a des éléments d'indépendance qui sont essentiels. Contrôler par exemple ses services urbains, l'eau ou l'électricité, le téléphone, ça ce sont des questions élémentaires. Toute nation qui se respecte doit pouvoir contrôler ces services-là. La monnaie également, une nation qui a vraiment l'intention d'être elle-même à la base de son développement, de contrôler son développement, doit avoir l'ambition de disposer de sa propre monnaie. Et si tant est que, pour une raison ou pour une autre, cette nation-là n'a pas ces moyens, mais nous sommes dans la sous-région ouest africaine, donc ensemble, nous pouvons et nous devons faire quelque chose de sorte à ce que notre monnaie repose sur notre économie réelle. Et nous voyons bien que d'autres nations qui l'ont fait et qui sont dans la sous-région, nous ne sommes pas mieux lotis que ces nations-là. D'accord, la monnaie n'aime pas qu'on en parle trop parce que ça peut faire peur aux investisseurs, mais ce n'est pas une raison pour que le débat soit posé. En tout cas, sur Natangué Réew, nous sommes pour que le Sénégal, à tout le moins les pays de la sous-région, disposent d'une monnaie qui ne soit pas arrimée naturellement à l'euro ou à la France en tout cas. Oui. Les Sénégalais de l'extérieur sont acculés un peu partout à travers le monde. Comment vous appréciez cette politique de gestion de nos concitoyens expatriés? Mais justement, il n'y a pas de politique de gestion si nous parlons très sérieusement. Il y a juste une politique mercantiliste, une politique qui instrumentalise les émigrés, une politique du coup par coup et puis surtout une politique marquée par une faiblesse criarde de nos autorités. Je l'ai dit et je vais le réitérer. Vous savez, quand quelqu'un vous donne une gifle et vous tendez l'autre joue, soyez assurés que la gifle qui va venir sera plus cinglante que la première. Donc nous sommes dans des rapports brutaux, si je puis dire, avec certaines populations en Occident. Il va falloir que les autorités sénégalaises, nous avons des services, comme on dit, il faut qu'ils trouvent les moyens justement
de faire comprendre à ces citoyens-là des autres pays qu'on ne peut pas toucher à un cheveu d'un Sénégalais. Un jeune Sénégalais a eu le malheur d'être mêlé à une histoire en Italie, à Florence, donc où il est accusé du meurtre d'une jeune américaine. Eh bien, je pense qu'il a été très lourdement condamné. Et les charges qui sont retenues contre lui, certaines sont très discutables. Et pourtant, il est lourdement condamné parce qu'il a eu maille à partir avec une américaine. C'est aussi simple que cela. Alors, un Sénégalais, quelqu'un qui sort, qui se promène et qui dit « Oh, j'avais l'intention de tuer quelqu'un, non, de me tuer, et puis j'ai pas eu le courage, et puis j'ai trouvé un Sénégalais, tu lui tirais dessus. » Mais ma foi, c'est parce que cette personne savait qu'en tirant sur un Sénégalais, il n'y a pas de conséquences majeures. Et ça, je l'ai dit, je l'ai écrit, c'est un message qui est envoyé au monde. Ces Sénégalais, vous pouvez les tirer comme des lapins, il n'y a pas grand-chose qui va finalement arriver. C'est aussi simple que cela. Donc, c'est un appel, encore une fois, à nos autorités pour trouver le moyen, justement, quand quelque chose arrive à nos concitoyens à l'étranger, qu'on trouve le moyen pour que les pays d'accueil comprennent qu'on a touché à un citoyen sénégalais. J'ai entendu des chefs religieux aussi dans ce débat-là. J'ai été très déçu par les propos tenus par certains chefs religieux qui parcourent la diaspora, parce qu'à les entendre parler, en fait, les Sénégalais, on vous tue, mais ne faites pas d'histoire. Parce que vous êtes accueillis dans des pays, alors il faut qu'avec ces populations-là, que vous soyez en paix. Mais ces Sénégalais-là... Donc il leur demande de courber l'échine en quelque sorte. Absolument. Ce qui n'est pas la politique de Soumina Nguéré, ou ce qui n'est pas non plus inscrit dans notre ADN. Nous, nous marchons debout, nous marchons droit. C'est à croire que ces chefs religieux ont des intérêts vraiment crypto-personnels. Ce qui les intéresse, ce n'est pas finalement la sécurité des Sénégalais à l'étranger. Peu importe le nombre qu'on en tue, l'essentiel, c'est que les adieux tombent et que leur tournée se passe très bien. Nous, nous ne sommes pas du tout dans cette philosophie-là. Nous appelons les Sénégalais à leur responsabilité, certes de respecter les lois des pays d'accueil, mais en même temps de faire le nécessaire pour que leur sécurité soit garantie. Et l'État, à combien vous évaluez ces actions à l'endroit de ces Sénégalais de l'extérieur? À savoir? Leur protection surtout et aussi l'assistance. Écoutez, ce n'est pas une question de coût, c'est une question de stratégie. C'est une question de stratégie. Nous le savons bien, c'est des rapports d'égalité, c'est des rapports de réciprocité. Donc l'État a les moyens, ma foi, de contraindre un autre État à prendre soin de ses citoyens. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui va se discuter ici dans ce studio, ce n'est pas quelque chose qui se discute dans un autre studio, mais l'État a les moyens de se faire entendre par un autre État. Le pays, aussi petit soit-il, il a des moyens de rétorsion par rapport aux autres pays. Oui, Damel Meïssa Fall, tête de liste de Sunu Natangué Réew, vous avez disparu de l'espace public depuis les élections législatives. Pourquoi ce stand-by? Nous n'avons pas disparu. Il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a une sorte d'omerta autour de ma personne, autour de Sunu Natangué Réew, une omerta qui fait que les médias nous sont totalement fermés. Ceux qui nous écoutent vont dire que mais il est contradictoire parce qu'il est sur un plateau. Mais là, c'est une exception. C'est une exception parce que ceux qui m'ont vu au niveau de la télé, la dernière fois qu'ils m'avaient vu, c'était dans ce studio-là. Donc les autres studios, apparemment, je ne sais pas s'il y a eu donc une concertation entre certains patrons de presse, entre certains journalistes, mais en tout cas, Damel Meïssa Fall n'est pas le bienvenu dans les studios de télé sénégalais. Vous basez sur quoi pour tenir de tels propos? Vous savez, quand nous avons détaillé tous ces faits au CNRA, le CNRA a employé le terme de discrimination. Nous sommes en face de faits de discrimination. Ce n'est pas nous qui avons mis ce terme-là dans la bouche des responsables du CNRA, c'est le CNRA qui a utilisé le terme au regard des faits qui étaient observés et qu'on avait relatés. Vous savez, donc où nous sommes au courant, il y a des sujets pour lesquels nous sommes sans doute plus légitimes que d'autres. Quand on parle de la diaspora sénégalaise, lequel politicien ou lequel Sénégalais a fait 120 villes, voire 140 pour discuter avec les émigrés sénégalais? Personne. Et là, nous avons le courage, en tout cas la lucidité, les yeux dans les yeux pour le dire au Sénégal. Personne. Et lequel politicien fera cela avec ses propres moyens? Nous ne pensons pas que quelqu'un le fera.
et après cela de déposer ce rapport dans les mains du chef de l'État, personne. Et pourtant, quand il est question de cette diaspora, quand il y a des choses qui se passent, personne ne nous interpelle, personne ne nous invite. Mais ça, ce n'est pas parce que les gens ignorent, c'est des choix délibérés de ne pas nous inviter, de ne pas nous donner l'opportunité de nous adresser aux Sénégalais. Vous sentez que vous dérangez? C'est pas que l'on dérange parce que nous ne tenons pas un discours qui injurieux ou quoi que ce soit, mais nous avons bien conscience, les journalistes ne le disent pas, mais nous avons bien conscience de la profondeur de notre discours. Nous avons bien conscience que ce discours-là, s'il est assimilé par les jeunes Sénégalais, eh bien, le bordel, si vous me passez le terme dans lequel nous sommes, ce bordel-là, on ne l'aura plus dans le pays. C'est un discours de fond, c'est un discours qui est intellectuellement structuré, nous le savons, nous avons conscience de ce que nous disons, nous avons conscience de notre démarche, mais apparemment, cette presse-là aime la médiocrité, aime les débats d'une médiocrité affligeante. À l'exception de Walfadjri. Alors, à l'exception de Walfadjri, disons que Walfadjri nous invite. Walfadjri nous invite, nous l'acceptons. Mais de là à faire une distinction entre tous les médias, très sincèrement, je ne le ferai pas. J'ai beaucoup de respect pour vous, j'ai beaucoup de respect pour votre travail, mais les débats dans lesquels les Sénégalais sont enfermés en général, ça c'est l'ensemble des médias qui les enferment là-dedans, et ces débats-là, fondamentalement, ne vont pas faire émerger ces pays. Vous voulez quel genre de débat à la place de ce que la presse propose? Au jour d'aujourd'hui, je l'ai déjà dit dans un studio ici, je n'ai pas entendu un seul politicien ou un seul de ce que l'on appelle nos intellectuels parler de l'intelligence artificielle. Il y a certains qui vont dire « Oh là là, Damel, nous n'avons pas encore réglé le problème de l'électricité, de l'eau, du manger, du boire. » Ils nous parlent d'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, tous les jeunes Sénégalais l'ont à la main au jour d'aujourd'hui. Et cette intelligence artificielle est entre les mains des GAFAM, Google, Facebook, Amazon, et ainsi de suite, et des grosses écuries aussi chinoises, ce qu'on appelle les BATX. Là-bas aussi avec les Alibaba, les Tencent, et les Baidu et compagnie. Et finalement, ces gens qui ne sont pas au Sénégal, ils connaissent toutes nos préférences. Tout ce que nous sommes est sur Facebook et sur Microsoft et ailleurs. Donc ces gens nous maîtrisent, nous contrôlent. Nous ne sommes plus des colonies physiquement, mais nous sommes des cybercolonies. Nous sommes encore dans une colonisation encore plus... Pour être clair, oui. Ces pays-là, ces organisations, si elles ont envie que quelqu'un soit élu au Sénégal, ils ont les moyens de contrôler nos élections. Parce qu'ils ont les moyens, à travers les réseaux sociaux, de nous imposer des figures qui sont plus souples, plus flexibles, qui sont plus à même de satisfaire les ambitions. Ce sont les Sénégalais qui sont dans ces réseaux sociaux. Absolument, mais les Sénégalais qui sont dans ces réseaux sociaux-là, toutes leurs données, toutes leurs préférences ne sont pas stockées au Sénégal, ne sont pas stockées en Afrique, sont stockées ailleurs à travers le monde où, par exemple, une entreprise ou un organisme politique peut venir, il n'y a aucun contrôle, et demander les données des Sénégalais et savoir finalement quelles sont les préférences des Sénégalais et leur imposer comme ça. Les données personnelles sont protégées quand même. On vient d'apprendre ce qui s'est passé avec Facebook. Et là, on a fait la découverte parce que c'était des citoyens américains. Mais que croyez-vous? Que Facebook va avoir la même déontologie avec des citoyens africains? Assurément non. Quand on parle de droits de l'homme, tout le monde sait que les droits de l'homme, c'est avec des variables. Les droits de l'homme européen ne sont pas les droits de l'homme africain. Quand il y a des guerres, quand il y a 10 Européens qui sont tués, là, la mobilisation que ça suscite, ça ne suscite la même mobilisation que quand il y a peut-être 300 ou 500 Africains qui sont tués. Donc, il ne faut pas se bercer d'illusions. Les données privées, les données personnelles sont protégées, mais je suis assuré que ces données personnelles-là, pour les Africains, ne le sont absolument pas. Mais on le sait bien que le président nigérian, son compte Facebook a été, son compte mail
a été piraté. Donc le compte d'un président africain. Donc ils sont dans nos pays. Ils sont dans nos pays. Et pour ce qui concerne l'intelligence artificielle? Alors, il est temps oui. que l'on ne soit plus une cybercolonie. Il est temps que l'on définisse des politiques pour justement que l'Afrique, peut-être que le Sénégal à lui tout seul n'aura pas ces moyens-là colossaux, mais qu'ensemble, en Afrique, que l'on se donne les moyens pour nous aussi avoir des bases de données, d'être pourvoyeurs d'algorithmes, d'avoir des plateformes à partir desquelles les jeunes Africains pourront se brancher et non se brancher sur d'autres plateformes, alors que c'est sans doute une autre culture, c'est sans doute d'autres valeurs qui sont véhiculées et très souvent, naturellement, l'Afrique sur tous ces réseaux-là est infériorisée par rapport aux images que l'on peut voir. Mais il ne faudrait pas occulter l'oisiveté qui est quand même un fléau dans cette société africaine. Alors, l'oisiveté en soi est un problème pour toutes les sociétés, à des échelles différentes, mais être sur un réseau social ne veut pas dire, si je puis dire, que tu n'es pas utile à ton pays ou en tout cas que c'est dangereux pour le pays. Mais ça dépend du réseau sur lequel vous êtes branché. Si nous avons nos plateformes et que nos jeunes, selon ce que nous aspirons pour le continent, sont branchés sur nos plateformes, mais c'est très bien, c'est formidable. Parce que quand même, il faut bien le reconnaître, l'Internet est un outil mais extraordinaire. Seulement, il ne faudrait pas que nous soyons des consommateurs, soyons des pourvoyeurs d'algorithmes, parce que l'intelligence artificielle, finalement, c'est quoi? C'est tout simplement une imitation de l'intelligence humaine pour essayer de la répliquer dans des machines. Ce que l'intelligence humaine connaît déjà, on met ça dans des machines. Donc, à nous d'être dans ce jeu. Les Européens sont complètement largués par les Chinois et par les Américains. Donc, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la France qui sont nos références. Il faut qu'on regarde là où justement l'intelligence artificielle est en train d'avancer à très grands pas. Oui, pour en revenir à votre campagne lors des législatives de 2017, qu'est-ce qui n'a pas marché et qui aurait causé votre débâcle? Ah, parler de débâcle, ce serait mais exagéré. Finalement, vous n'avez pas eu un député à l'Assemblée nationale. Mais nous ne parlerons pas de débâcle, nous parlerons de victoire. Victoire pourquoi? Oui. Parce que déjà, notre campagne a été polluée. Parce que ce soit le Rewmi à Thiès, que ce soit la coalition Benno Bokk Yakaar, on a été partout dire que Soundiata Guirassy a été financé par le pouvoir. Donc ceci a semé le doute chez certains. Il y avait eu de l'intoxication. Absolument, et ce qui était complètement faux. L'autre chose, nos éléments par exemple de propagande. L'élection s'est déroulée le 30 juillet, si je me souviens bien. Oui. Nous avons reçu les éléments de propagande dans la nuit du 22 au 23 ou du 21 au 22 à 2h ou 3h du matin. Pour un parti qui a des listes jusqu'à Saraya, Salémata, Podor ou Matam, un jeune parti qui n'a pas tous les moyens logistiques à sa disposition, ma foi, toutes les tournées que nous avions faites à travers les pays, les gens qui étaient disposés à voter pour nous n'ont jamais reçu notre spécimen. Donc ceux qui ont pu voter pour nous, c'est parce qu'ils nous ont vus à la télé. C'est parce que on a pu amener les spécimens là-bas. Donc c'était un sabotage que nous avons dénoncé auprès de la direction des élections et nous avons eu des échanges très rudes à ce sujet. Nous estimons que nous avons été tout simplement volés. Et pour vous dire, par exemple, un exemple très précis, oui. Pour l'impression de ces spécimens, c'est le jour même où nous nous sommes rendus à l'imprimerie Tandian, je le cite, nous sommes dans le bureau et c'est là qu'un coup de fil vient de la direction des élections pour dire que ce n'est plus l'imprimerie Tandian qui s'occupe de nos spécimens, mais c'est une autre imprimerie. Donc là, il va falloir reprendre le travail avec cette autre imprimerie-là. Nous sommes dans cette imprimerie Tandian, alors que nous avons droit à, si ma mémoire est bonne, 60 000 éléments de propagande, donc de grands posters et de petits posters. On nous dit que nous avons droit à 6 000 posters. Et là, il faut ferrailler. Il faut aller chercher le document, apporter la preuve. Et la personne qui nous avait dit que nous avions droit à 6 000 posters, il avait déjà fait les posters d'autres partis politiques. Donc, il n'a pas pu se tromper. Il était naturellement dans quelque chose qui relève vraiment de l'escroquerie. Donc, pour toutes ces raisons-là, oui. Et le jour de l'élection même, lorsque nous sommes allés sur le terrain, il y a des localités comme Cœur Allais
dans le Cayor, dans la sous-préfecture de Niakhène. Donc là, par exemple, nous n'avons jamais eu nos bulletins. Les bulletins sont arrivés quand? À 13h, 14h, alors que le Cayor, quand même, pour Soundiata Nguéréo, est une base. Je prends le bureau de Diamatil, dans la commune de Pekes. Oui. Nous avons bien comptabilisé une 60aine de voix. Mais qu'est-ce qui a été affiché à la sous-préfecture de Niakhène? 7 ou 8 voix. Donc, il y a quand même une 50aine de voix. Vous n'avez pas de représentants dans les bureaux, là-bas? C'est un parti jeune, donc qui n'a pas encore, justement, cet ancrage-là, et donc des représentants un peu partout. Mais là où nos éléments ont pu sillonner, on s'est bien rendu compte quand même que notre parti a été largement pillé, principalement dans le Cayor. Ce qui ne nous a pas empêché de glaner 12 000 voix. 12 000 voix, oui. Ça ne permettait pas d'avoir un député, mais faisons quelques comparaisons. Damel Maïsefa, lorsqu'il passe à la télé, en comparaison des leaders politiques, comme le maire de Thiès, passe 10 fois à la télé. Damel Maïsefa est dans l'espace politique depuis 2011. En comparaison toujours, le maire de Thiès est dans l'espace politique depuis peut-être 30 ans. Pourquoi pas un autre? Pourquoi choisir le maire de Thiès? On va poursuivre les comparaisons, pas que lui. Ouais. Et pourtant, il est également allé aux élections en coalition. En coalition. Soundiata Nguéréo est allé seul aux élections. Nous avons fait 12 000 voix, il en a fait 7 000. Donc je vais prendre l'exemple de professeur Amsatou Sow Sidibé. Elle est ancienne ministre. Elle a, je pense, une exposition médiatique supérieure à la mienne. Elle est partie en coalition. Elle a eu autour de 6 000 voix. M. Abdou Mbaye, ancien Premier ministre, exposition médiatique extraordinaire, il en a fait 12 000. Alors que nous, les portes des médias, à l'exception de Walfadjri, et quand même de la 2STV, parce que pendant les législatives, nous avions fait là-bas 2 émissions, oui. Donc tout nous était fermé. Et pourtant, nous avons fait ce résultat. Alors, un autre politicien, jeune comme nous, à qui, je pense, du point de vue intégrité, on ne peut rien reprocher dans ce pays, Ousmane Sonko, pour ne pas le nommer, il est parti aux élections avec 10 organisations formellement reconnues, si je ne me trompe pas, 10. Il était l'homme de l'année 2016, me semble-t-il. Oui. Son exposition médiatique, comparée à la mienne, les rapports sont peut-être de 15 à 1. Ils ont fait combien de voix? 33 000. Pour 10 organisations. 33 000. Donc, pour une arithmétique simple, pour 10 organisations, ça fait 3 300 voix par organisation. Nous, nous sommes seuls, nous en avons fait 12 000 sans avoir les médias avec nous. Ce qui montre que vous affichez un satisfait. Mais nous avons conscience de la consistance, de la cohérence et de la profondeur de notre discours. Nous avons également conscience que les Sénégalais qui veulent une véritable rupture dans ces pays, oui. Lorsqu'ils entendent notre discours, ils y adhèrent. Oui. Donc, maintenant, aux médias, si ces médias-là aiment vraiment le pays, de donner à tous les acteurs l'occasion de s'adresser à leurs concitoyens. Espérons que le message sera bien perçu par nos confrères. N'ayant pas franchi l'obstacle des législatives, pensez-vous postuler pour la présidentielle? Alors, pour ce qui est de la présidentielle, j'ai entendu le débat autour du parrainage. Oui, on va en parler même. Et donc, si vous le permettez, on peut, oui. j'en parle. Oui. Et c'est là justement où je déplore la médiocrité du débat. Le débat est affligeant. Certains vont m'entendre, ils vont dire qu'il est prétentieux. Certains vont dire qu'il est méprisant. Mais j'ose dire que notre pays mérite davantage que ce qu'on lui impose. Un débat présidentiel, ce n'est pas un débat de nombre. Ce n'est pas un débat de signature. Si c'était une question uniquement de signature, eh bien nos chers marabouts pourraient postuler à la gouvernance de ce pays. Et ils auraient leur signature en 24 heures. Si je me trompe, vous me dites que c'est faux. C'est une question de quoi? Ce n'est pas une question de nombre. Un débat présidentiel, c'est un débat d'idées. C'est là où ceux qui ont des ambitions pour le pays viennent exposer cette ambition-là à la nation. C'est l'occasion
pour des débats qui ne sont jamais abordés, des points de vue qui sont occultés, que les Sénégalais apprennent qu'il y a d'autres personnes qui pensent autrement, qu'il y a d'autres personnes qui leur proposent autre chose. Oui, mais il y a aussi des étapes à franchir avant de proposer les idées. Si ces personnes ne gagnent pas naturellement, ils auront eu le mérite, si naturellement c'est des personnes de rupture, d'introduire dans le débat quelque chose de nouveau qui puisse être récupéré, si je puis me permettre, par les autres politiques. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Nous avons remis un rapport au chef de l'État, oui. Un rapport qui est le fruit d'un travail très fastidieux et en même temps, on peut dire, qui est un travail pointilleux. Nous le savons bien. Et ce rapport n'a servi à rien. Ce rapport n'a servi à rien. Et ce rapport, oui. Sur la diaspora sénégalaise, c'était des solutions justement pour la gestion de la diaspora sénégalaise. Et ce rapport, quand nous l'avons proposé à la presse, mais la presse nous demandait de payer. Vous vous imaginez un Sénégalais, une organisation politique, avec ses propres moyens, qui fait le tour du monde, qui va jusqu'à Moscou en plein hiver, en Italie qui va jusqu'à Agrigento, mais des coins les plus reculés de l'Occident, pour recueillir les sentiments, les vœux des Sénégalais, qui ont fait un rapport. Mais je pense que ce parti politique, qui a pris des trains, payé des hôtels, mangé à ses frais, pris des avions, laissé ses femmes et ses enfants, je pense que ce parti politique a fini d'investir pour son pays. On vient proposer ce travail-là à la presse, mais il faut payer pour que ce travail-là soit publié. Mais on parle du parrainage. Oui. Mais vous savez, avez dit que le niveau du débat est médiocre par rapport au projet de loi. Mais parce que justement, tout a tourné autour du chiffre. 60 000, 50 000, 1%, 0,8. Mais ce n'est pas ça un débat présidentiel. Si c'était une question de chiffres, je l'ai dit et je le réitère, mais non, Marabout pourrait postuler à la gouvernance de ce pays. Oui. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de pertinence en termes de proposition. Et puis qu'est-ce qu'on croit? Que pour une présidentielle, des gens qui ne sont pas capables d'aller à des élections législatives ou à des élections locales vont postuler pour une présidentielle? Il ne faut pas quand même tromper les Sénégalais. C'est une possibilité. Mais c'est impossible. On a vu des candidats qui ont vécu que le temps d'une présidentielle au Sénégal. Mais c'est impossible. Là, moi, je parle des partis politiques. Je ne parle pas des candidats indépendants. Les candidats indépendants, on a toujours parlé de parrainage à leur sujet. Oui. Mais venir prendre les partis politiques, donc légalement constitués, et leur dire « vous devez être parrainé », je ne vois pas du tout où est la pertinence de ce choix-là. Parce que, prenons un exemple très simple, combien de partis finalement dans ces pays sont déjà allés aux élections? Seuls, hors de toute coalition, ça ne fait pas plus de 20 partis. Et si on commençait par dissoudre tous les partis qui ne sont jamais allés à des élections, mais je pense que très vite, l'assainissement sera fait. Cette proposition, nous l'avons faite. Est-ce que ces méthodes sont acceptables dans une démocratie? Mais c'est une urgence. C'est une urgence, ce n'est pas une question d'acceptabilité. Le Sénégal est face à des urgences. Il y a naturellement, chaque Sénégalais a le droit de proposer à ses concitoyens. Chaque Sénégalais. Même si chaque Sénégalais voulait fonder un parti politique et que ce parti politique-là respecte la Constitution, il en a le droit. Mais nous devons nous dire que ce nombre exponentiel de partis politiques cache quelque chose. C'est du marchandage, c'est du mercantilisme. J'ai un monde tout petit, très souvent derrière moi, je vais monnayer ça auprès d'un parti qui est beaucoup plus consistant que le mien, espérant demain être PCA ou ceci ou cela. Donc, nous l'avons déjà proposé et nous réitérons notre proposition. Et là aussi, nous sommes, à notre connaissance, les premiers à avoir proposé la dissolution des partis politiques qui ne sont jamais allés à des élections. Mais la presse ne nous donne pas naturellement la paternité de cette proposition-là. Nous avons vu dans la presse, M. Idriss Seck propose la dissolution. Non, la paternité de cette proposition-là appartient à Souniou Natanguereo. Je tenais à le rappeler. C'est vous qui l'avez proposé. Absolument. Autrement, s'il y a une antériorité, qu'on nous prouve l'antériorité de cette proposition-là. Oui, on va rester avec cette loi sur le parrainage. Si je vous suis bien, vous n'êtes pas pour? Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Parce que nous savons que demain, Damel Meïssa Fall, déjà qu'il est, depuis 2012 en tout cas,
on nous avait connus avec la coalition Macky 2012, mais depuis 2012, donc nous sommes au banc de cette coalition-là. Nous ne sommes pas mêlés à la gestion de l'État et de la nation, contrairement à ce que disait le protocole d'accord politique que nous avions signé avec le président Macky Sall à l'article 2. Donc, si demain Soundiata Nguéréo veut participer aux élections, alors qu'aux législatives, on nous a mis des bâtons dans les roues, au local, on nous a mis des bâtons dans les roues, mais croyez-vous que la candidature de Damel Maïssa Fall passera? Monsieur Fall nous doutons fort, les 65 000 signatures qu'on lui demande. Et nous y travaillons. Et nous y travaillons. De la même manière que nous avons travaillé pour participer au local en 2014, nous avons travaillé pour participer aux législatives de 2017, nous travaillons pour notre participation à la présidentielle de 2019. Oui, pour l'applicabilité de cette loi, il y a des discussions qui sont menées afin je dirais, de changer le code électoral. Est-ce que votre parti a été convié? Il y a des discussions auxquelles nous avions participé. Oui. Il était question en ce moment-là des pôles entre le pouvoir et l'opposition, mais concernant cette applicabilité-là, nous n'avons pas reçu d'invitation à ma connaissance. Oui. Monsieur Damel Maïssa Fall, au moment où l'on se souvient de mai 68, le feu couvre dans les universités après le décès de Fallou Sène. Quelle appréciation portez-vous sur la gestion de cette crise, notamment l'attitude du chef de l'État, le président Macky Sall, qui reçoit les étudiants, même s'il contourne la hiérarchie? Nous ne sommes pas là pour juger l'attitude du président par rapport à ses étudiants. Ce que nous savons d'une démocratie mûre, c'est que lorsqu'il y a certaines erreurs, lorsqu'il y a certaines fautes, il faut en tirer les conséquences. Et si on n'en tire pas les conséquences, après on ne peut pas se prévaloir d'une démocratie mature, d'une démocratie vraiment exemplaire. Dans n'importe quel pays dit démocratique, suite à ce qui s'est passé, quand tu ne démissionnes pas, on te démissionne. Toute la chaîne de commandement. Le recteur, mais il est où le responsable? Il est où le responsable des renseignements généraux? Il était où lorsque le feu couvait dans l'université? Il était où? Parce que normalement, si le renseignement est fait, on doit savoir qu'est-ce qu'il y a dans les universités, jusqu'à quel niveau les étudiants sont prêts à aller. Les responsables de la sécurité publique, qui devaient assurer la sécurité aussi bien des étudiants que du personnel, que des biens. Moi, en tout cas, les vidéos que j'ai vues, il y avait une vingtaine de personnes. Et finalement, ce sont des véhicules de nos forces de sécurité qui sont entrés en collision. Mais cela donne une image extraordinairement inquiétante de nos forces de sécurité. Ce n'est pas ce que nous attendons de nos forces de sécurité. Nous attendons d'être rassurés. Et par rapport aux jeunes, par rapport à l'université, je l'ai déjà dit avec un de vos confrères dans les studios de Walfadjri en 2013. L'université sénégalaise, il faut l'exploser. Il faut l'exploser. À tout point de vue. Il faut que cette université-là soit orientée de manière à servir le Sénégal, mais pas de manière à former de façon imparfaite des Sénégalais qui ne sont finalement d'aucune utilité pour la nation. Nous avons besoin de cadres supérieurs et très supérieurs. Tout à l'heure, je parlais d'intelligence artificielle. Mais tout le monde n'a pas vocation à faire des études universitaires. Tout le monde n'a pas vocation à avoir un master. Nous avons besoin de techniciens supérieurs, nous avons besoin d'artisans très qualifiés, mais dans tous les secteurs, nous avons besoin de qualifications et ces qualifications-là ne se feront pas dans les amphithéâtres. Donc, il faut arrêter avec ces systèmes. Les étudiants, nous sommes solidaires naturellement de toutes les franges de notre population qui souffrent, mais un étudiant, il faudrait, au regard du budget de la nation, il faudrait quand même déterminer des seuils.
et nous dire qu'à partir de tel âge, suivant tel parcours, tel étudiant ne peut plus bénéficier de la bourse de la nation sénégalaise. Cet étudiant a la possibilité d'aller faire une qualification professionnelle et avec ses revenus, une fois qualifiés, si vraiment des études universitaires l'importent, de payer lui-même sa formation universitaire. Mais nos finances publiques ne nous permettent pas de fonctionner de la manière actuelle. C'est impossible. Là, c'est le discours de l'opposant qui n'a rien à voir avec celui du gouverneur. Alors, nous ne nous posons pas en opposant ou en membre du pouvoir du tout. Nous nous posons en citoyens sénégalais responsables. Il ne faut pas que l'on continue comme ça à tricher avec notre jeunesse. Une bourse d'études doit servir à l'étudiant, non pas à entretenir la famille de l'étudiant. L'État du Sénégal n'a pas les moyens d'entretenir la famille d'un étudiant. Mais l'État du Sénégal doit garantir la réussite de cet étudiant. Finalement, l'État finance un étudiant qui ne va pas réussir forcément ses études parce que les fonds destinés à ces études-là servent à assurer la subsistance de sa famille. Cela reflète le niveau de pauvreté qu'il y a dans le pays. Mais il faut que l'on se regarde les yeux dans les yeux. Nous sommes un pays musulman. En tout cas, à majorité musulmane, autant pour moi. Nous ne sommes pas un pays, du point de vue de la Constitution, un pays musulman. Mais l'Égypte est un pays musulman. Qu'est-ce que l'Égypte vient de décider? Parce que le Caire est en train d'étouffer, le Caire est en train d'exploser à cause d'une démographie galopante. Il n'y a plus d'espace. Mais l'Égypte vient de décider, je ne sais plus quel est le nombre d'enfants pour l'Égypte. Et pourtant, nous parlons d'un pays musulman qui vient d'ailleurs de décider que ceux qui ne sont pas musulmans pourraient même aller en prison. C'est ce qui est une question très discutable, hein. Mais quand même, c'est ce même pays-là qui dit qu'il va falloir limiter les naissances. Je sais qu'au Sénégal, lorsqu'on aborde ces sujets-là, allez, c'est la guerre. Tout le monde se lève. Mais cette population-là, il faut la nourrir. Il faut l'éduquer. Il faut la soigner. Et ceux qui nous disent qu'on ne peut pas faire ceci, qu'on ne peut pas faire cela, ces gens-là ne participent... Donc vous adoptez la proposition de Macron. Donc ces gens-là ne participent même pas au produit intérieur brut de ce pays. Il faut qu'on se parle sérieusement. Nous n'avons pas besoin d'Emmanuel Macron pour nous dire la vérité entre Sénégalais. Emmanuel Macron gère la France, il reste en France. Il nous propose la limitation des naissances. Mais parce que tout simplement, nous avons des irresponsables pour accueillir un président qui nous donne des leçons. Nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous donner des leçons. Nous sommes suffisamment matures. Nous avons voyagé à travers le monde. Nous avons vu énormément de choses. Et nous savons que les rapports très déséquilibrés dans lesquels nous avons cette population-là, ceux qui participent au produit intérieur brut, mais sont largement inférieurs à ceux qui n'y participent pas. Ceux qui sont dans la famille, qui travaillent, sont largement inférieurs à ceux qui ne travaillent pas. Donc on ne peut pas être dans ces rapports-là. Et on ne peut pas être dans ces rapports-là et nous dire que le Sénégal va émerger. On se berce d'illusions. La faute, c'est à la tricherie, l'hypocrisie qui est finalement une vertu dans ces pays. Il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas être là, avoir un salaire de 200 000, 300 000 francs et se permettre d'avoir une marmaille, passez-moi le terme, excusez-moi, et se permettre d'avoir un certain nombre d'enfants. Nos pères l'ont fait parce qu'il n'y avait pas l'ajustement structurel qui était passé par là. Il n'y avait pas toutes nos entreprises qui étaient détenues par les Français. Il n'y avait pas le coût de la vie qui était aussi cher. Nos pères l'ont fait. Ils pouvaient le faire à leur époque. Nous ne pouvons pas le faire. Il faut qu'on se regarde les uns les autres, les yeux dans les yeux, pour se le dire. Mais si nous ne nous disons pas la vérité, mais demain ces enfants-là qui sont faits dans ce pays, ces enfants vont marcher sur le palais, ces enfants vont marcher, pas seulement sur le palais, ils vont marcher sur tous les pouvoirs qui se trouvent dans ce pays. Et ces pouvoirs-là, c'est le politique, c'est le religieux, c'est le judiciaire, et c'est également l'économique, c'est également le médiatique. Oui, les enfants, on pourra dire la jeunesse, peut-être à travers une révolution pourra changer les donnes. Les révolutions et la jeunesse sénégalaise, est-ce que cela nous réussit? Une révolution n'a jamais été, de ce que nous savons, l'affaire d'une masse.
ça a toujours été l'affaire d'une minorité, et très souvent d'une minorité bourgeoise. Ceux qui les soutiennent naturellement, c'est la masse paupérisée qui vient après. Mais c'est la jeunesse bien assise, bien en place, une jeunesse bien instruite, qui est révoltée par la situation de son pays, qui justement commence à allumer la mèche. Ouais. Ça me donne l'occasion de parler de la jeunesse de mon pays. Parce que cette jeunesse-là n'a pas été bernée que maintenant. On a eu une jeunesse dans les années 60 et on a toujours eu une jeunesse. Mais cette jeunesse a toujours été bernée avec des exemples de révolution qui finalement ont fini par échouer. La jeunesse sénégalaise au jour d'aujourd'hui, quand on la regarde, les représentations sur les murs, les discours, les pseudonymes que l'on prend et autres, disons que la référence est la révolution cubaine avec l'image du Che, donc qui est l'image marketing de la révolution cubaine. Je rappelle à nos jeunes révolutionnaires sénégalais que lorsqu'il a fallu faire les purges à Cuba, lorsqu'il a fallu traquer ce que l'on appelait les contre-révolutionnaires, et ça se fait toujours en dehors de la légalité, de toute façon. C'est pratique, mais c'est le Che qui menait tout ça. Donc celui que notre jeunesse a adopté pendant des décennies comme modèle n'est pas un modèle pour le respect des droits humains. Ça, c'est d'un. Si on va hors des frontières chercher des références, si c'est à Cuba, mais à Cuba, ma foi, il y a eu des nègres exemplaires, des Africains cubains exemplaires. Mais lequel de nos jeunes révolutionnaires ici, ou en tout cas ceux de révolutionnaires, connaît Antonio Maceo? Lequel d'entre eux connaît Quintin Bandera? Lequel d'entre eux connaît Guillermo Moncada? Lequel d'entre eux connaît Mariana Girales? Oui, mais aucun d'entre eux. Oui, mais en dehors de ce pays, aux États-Unis, la jeunesse sénégalaise connaît Martin Luther King. Donc, pour aller chercher des références, en tout cas à Cuba, je viens de vous citer 4 personnes. Cette Mariana-là, c'est son nom que porte l'aéroport de Guantanamo. Antonio Maceo, qui est son fils, c'est son nom que porte l'aéroport de Santiago de Cuba, qui est la deuxième ville cubaine. Et en 1957, cette dame a été décrétée maire de Cuba. Pas maire comme la maire d'une ville, mais la mère nourricière de Cuba. Parce que tous ses fils ont été impliqués, elle-même impliquée dans les différentes guerres d'indépendance de Cuba. Que ce soit la guerre de 10 ans entre 1868 et 1878, que ce soit la petite guerre entre 1879 et 1880, que ce soit la guerre d'indépendance de 1895 à 1898. Lorsque les Cubains, tous les généraux cubains avaient lâché prise, il n'y avait qu'Antonio Maceo pour dire à l'Espagne, je continue, je poursuis la guerre. Et c'est un Africain cubain. Donc s'il faut aller chercher des références à l'extérieur, je pense qu'il va falloir que nos jeunes révolutionnaires se cultivent davantage et surtout, on ne peut pas aller chercher des références à l'étranger alors que nous avons ici, en notre pays, des personnes qui ont fait le travail qu'il fallait faire. Mais nous avons comme ça un mépris, mais profond pour notre propre histoire. Exemple de mépris. Vous n'entendrez pas un seul homme politique sénégalais tenir un discours de bout en bout et citer un seul de nos résistants. Pas un seul. Que l'on nous sorte les discours de tous les politiciens. Pas un seul. Vous, journalistes, vous ne connaissez pas les préférences concernant les personnages historiques de nos politiciens. Quel est le personnage historique préféré du président Macky Sall? Vous ne pourrez pas me le dire, parce qu'on ne le connaît pas. Celui de M. Idrissa Seck, on ne le connaît pas. Ousmane Sonko, le patriote, on ne le connaît pas. Et c'est très grave. Oui. C'est très grave. Mais à côté de cette classe politique, il y a un mouvement, le mouvement Y en a marre, qui lors du référendum avait été dans un front intitulé Nyani Bagna, qui est une figure historique de notre passé. Alors, un exemple. Oui. Donc, concernant Y en a marre, sauf si la presse a perverti les propos
ou a donné à un des membres éminents de Y'en a marre, à savoir Tchad, donc des propos qu'il n'a pas tenus. Mais j'ai lu dans la presse, là où il disait que nous ne sommes plus à l'époque des bourgs où on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc ça, quand même, ça vient d'un membre éminent de Y'en a marre. Donc ce qui veut dire qu'en tout cas, ce propos-là résume, peut-être qu'il pense autre chose, ce sera à lui. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que l'image qu'il a de l'époque de nos bourgs est une image négative. Mais c'est très grave. Une jeunesse ne peut pas aller chercher des références ailleurs que dans son pays, croyant pouvoir faire quelque chose de grandiose dans ce pays-là. Le président Macron, n'est-ce pas qu'il est en République? Si vous me permettez de parler de lui, il est en République. Les Français, ils ont fait la révolution, ils ont même tué le roi. Et le président Macron, lorsqu'il a voulu tâter l'âme de la France, il est parti à Saint-Denis, là où sont enterrés les rois de France. La République, pour savoir où est l'âme de la nation, va chercher le roi. Parce que l'histoire, c'est une continuité. Et nos ancêtres, que certains veulent mépriser, je le rappelle, qu'au moment où ils étaient en train de combattre contre les Occidentaux, ils n'avaient ni la même préparation, ni les mêmes outils, et pourtant, pendant des décennies et des décennies, ils ont combattu contre ces gens-là. Laissez-moi juste terminer. Ceux qui critiquent et qui font qu'aujourd'hui, un jeune Sénégalais ne peut pas s'identifier à son histoire. Ils critiquent en disant, on a entendu quand même, monsieur, si vous me permettez de le citer, monsieur Tunkara, donc d'une autre maison de presse, dire que la Dior ne devrait pas être le héros national. Derrière tout ça, c'est parce que la Dior nous aurait retardé en interdisant la construction, en empêchant la construction du chemin de fer. Et ce point de vue-là est partagé par beaucoup de Sénégalais. Oui, pourtant, mais il faut respecter leur point de vue. Mais pourtant, la construction du chemin de fer a été signée sous le Damel Samba Laobé Fall. Alors, si la Dior nous a retardé, qu'est-ce que ça veut dire? Que le Damel Samba Laobé Fall a posé un acte très positif pour le Sénégal. Qui le dit? Qui le dit? Au contraire, on l'accuse d'avoir trahi parce que justement il a signé, c'est sous son damel-là que ce traité-là a été signé. Donc la Dior est un traître parce qu'il nous a retardé, Damel Samba Laobé Fall est un traître parce qu'il a signé. Donc il y a un problème avec l'histoire de ces pays. Le dernier exemple, le tout dernier. Il faut aussi quand même admettre que les jeunes du mouvement Y'en a marre ont posé un acte fort en adoptant ce slogan de Nyani Bagna. Non, vous savez, un slogan, oui. Vous l'avez si bien dit, un slogan reste un slogan. La profondeur du slogan, la profondeur du message, l'ancrage de ces jeunes, c'est ça qui pose question. Vous ne pouvez pas, pendant tout votre parcours, ne jamais faire référence à une certaine identité et puis tout à coup faire référence à cette identité-là. Moi, je Mieux vaut tard que jamais. Maintenant, nous attendons que cela s'approfondisse. Que cela s'approfondisse, que l'on retourne, qu'on arrête de nous dessiner des Palestiniens, des Yasser Arafat ou des Patrice Lumumba. Je les respecte parce qu'ils se sont battus pour leur nation. Mais moi, sur les murs du Sénégal, ce n'est pas Yasser Arafat ou la kippa, pas la kippa, le chéchia palestinien qui m'importe. Si les jeunes sont talentueux, ils veulent dessiner, qu'ils nous dessinent des Sénégalais qui se sont battus au moment où il fallait se battre. D'accord. On va parler politique. On est tenté de dire rebolote. Pourquoi? Eh bien, à travers cette polémique qui l'entoure, je dirais, dans le débat sur la religion, Idrissa Seck maintenant a changé les donnes. Après Macky Sall, qui dira-t-on? Il y a un vide, apparemment. Je vais en profiter pour m'adresser à mes compatriotes, m'adresser aussi à mes amis politiciens, oui. Parce que chaque événement, heureux ou malheureux, doit servir à quelque chose. Nous devons partir de cet événement-là oui. pour comprendre enfin que les aïeux n'ont pas leur place dans la politique, dans le discours politique.
Moi, la première fois qu'on m'a parlé de M. Seck, j'étais en seconde. J'étais en seconde, donc j'étais très jeune. Et justement, on me disait qu'il était très brillant, qu'il était vraiment d'une très grande pertinence. Et ensuite, celui qui me le présentait, il a aussi parlé justement de ce côté de la religion. Et ceci a constitué chez moi une sorte de frein. Parce que j'aime bien que l'on distingue les espaces. Les religieux sont les religieux. Les politiciens sont les politiciens. Vous avez des compétences en la matière, ça doit rester dans la sphère privée. Mais on ne doit pas instrumentaliser l'islam pour venir manipuler nos compatriotes. Et nous ne sommes pas dupes, nous le savons tous, que l'usage de la religion dans l'espace politique, et les religieux même le savent, tout ceci est une forme d'instrumentalisation. Donc j'espère qu'à partir de cet événement-là, la presse, les politiques, tout le monde sera davantage responsable par rapport à nos concitoyens. Venons leur parler de propositions, venons leur parler d'ambition, étayons nos idées avec nos propositions, avec notre propre argumentaire, mais pas avec des hadiths tirés du Coran. Le Coran, c'est notre rapport à Dieu, c'est une affaire individuelle, on n'a pas à l'exposer dans la sphère publique. Damel Maïssa Fall, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le leader du parti Sunu Natangué Réew et qu'on s'entretenait avec vous dans l'émission Opinion sur Walfadjri. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Ahmed Tidiane Diop qui a réalisé cette émission. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination et Ousseynou Sall pour la décoration. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.